On va démarrer justement côté pratique avec vous, Valérie. On sait qu'on peut dire que transformer en fait un logement en location touristique, ça paraît un bon plan. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire concrètement déjà, qu'on soit propriétaire ou locataire? La première question à se poser, c'est est-ce qu'il s'agit ou non de ma résidence principale? Si la réponse est oui, vous pouvez, dès lors que vous êtes propriétaire, la louer 4 mois dans l'année en location meublée. 4 mois, pas plus. 4 mois, pas plus, absolument, c'est très strict, sans avoir aucune autorisation à demander, que ce soit à la mairie, à la copropriété. Vous louez en toute liberté 4 mois dans l'année. Attention, ça c'est valable si vous êtes propriétaire. Si vous êtes locataire, la loi vous impose de demander l'autorisation à votre bailleur de sous-louer votre logement. Et c'est pas une formalité qui est anodine parce que ça peut être une clause de résiliation du bail si le bailleur s'aperçoit que votre propriétaire s'aperçoit que vous avez loué. Et si le locataire le fait pas justement, si dans son coin en fait, voilà, il met en location, il sous-loue en fait, quels sont les risques? La résiliation du bail. Et c'est vrai que maintenant, avec tous les sites, les portails d'annonces Internet, les logements sont quand même facilement repérables. On peut estimer, Maud Welter, le nombre en fait, justement, de locations un petit peu illégales qu'il pourrait y avoir. Alors, il y a Paris, mais il y a tout le reste. C'est difficile de les estimer, mais c'est très intéressant de dire qu'effectivement, le locataire risque la résiliation du bail. On a des exemples de condamnations aujourd'hui de propriétaires qui ont vu leur appartement sous-loué sur Airbnb et qui, en faisant des copies d'écran, ont réussi à obtenir la condamnation du locataire et même à verser des dommages et intérêts. De quel ordre à peu près qu'on se compte pour là, récemment, il y a eu une jurisprudence où le propriétaire a obtenu 5 000 € de dommages et intérêts et la résiliation du bail. Donc, voilà, c'est pas non plus 5 000 €. Non, mais c'est une jurisprudence qui est marquante et qui peut rassurer également les propriétaires. Il ne faut pas rester inactif et il faut agir quand on a un locataire qui sous-loue alors qu'il n'a pas été autorisé à le faire. Et il faut savoir également qu'il a le droit de sous-louer avec l'autorisation du propriétaire, mais y compris sur le montant du loyer qui ne peut en aucun cas être supérieur au loyer que lui-même paye. Donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Alors, il y a une question de Pierre qui demande est-ce qu'il faut établir un contrat? Ah oui, bien sûr. Indispensable d'établir un contrat de location. D'abord, c'est une protection pour le propriétaire bailleur, mais également pour le locataire. Et c'est bien souvent quelque chose qui est oublié. Il faut savoir que dans le cadre de la location saisonnière, normalement, le contrat est obligatoire. Très bien. Donc, c'est important de le faire. Parfait. Merci pour ces précisions. Valérie, alors, on poursuit. Donc, légalement. Donc, légalement, ma résidence principale, 4 mois dans l'année, tout va bien. Ensuite, si ce n'est pas le cas, j'ai des autorisations à demander. Donc, il faut déjà que je me déclare en mairie comme loueur en meublé. Il faut que je me déclare à mon centre des impôts comme loueur en meublé. Et il faut que je demande l'autorisation à la copropriété de louer en meublé. Ça, c'est le cas général. Et là où ça se corse davantage, c'est dans les grandes villes et en première couronne parisienne et les banlieues autour de Paris, où là, il y a une autorisation spécifique à demander en mairie, qui est une autorisation de changement d'usage. Voilà. Et parfois, à Paris notamment, cette demande de changement d'usage s'accompagne de pénalités financières, entre guillemets. Vous êtes obligé de verser ce qu'on appelle une compensation à la mairie, ce qui peut enchérir le coût de votre opération. Y a-t-il des demandes spécifiques auprès des copropriétés, notamment, où on évoque aussi régulièrement quand il y a des problèmes de nuisances très fortes ou de balais de valises comme ça, des nuits entières? Mais il y a une autorisation à demander à la copropriété, en fin de compte, qui recoupe un petit peu celle que vous devez demander à la mairie dans certaines communes. C'est-à-dire que dans tous les cas, dès lors que ce n'est pas votre résidence principale, vous êtes obligé de demander une autorisation à la copropriété puisqu'il s'agit, en fin de compte, ce qu'on appelle juridiquement d'un changement d'usage. C'est-à-dire qu'un local qui est loué meublé n'est plus considéré comme un logement, mais considéré comme un local commercial. Donc, il faut qu'il y ait un accord de la copropriété. D'accord. Je crois d'ailleurs que la mairie de Paris, elle est assez dure dans sa politique. Il y a eu des opérations qui ont été menées dans le Marais pour justement des problèmes de cet ordre-là. Absolument, de location meublée sauvage, entre guillemets, c'est-à-dire de location meublée qui préalablement n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de changement d'usage. Vous continuez bien sûr à nous poser vos questions. On parle de cette
location touristique saisonnière. Une question à propos des assurances. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut s'assurer, justement? Alors, oui, c'est important d'être assuré, crucial, là aussi. C'est fondamental. Hein, oui, alors, c'est pas une obligation légale, mais c'est évidemment, ça fait partie des obligations qu'il faut intégrer dans le contrat de location. C'est essentiel que le locataire ait son assurance. Alors, ça peut être une assurance villégiature. Hein. Bien souvent, pour des Français, c'est déjà compris dans leur assurance habitation principale. Mais c'est important parce que le locataire est responsable. Et la pire des responsabilités, j'allais dire, c'est quand il y a un incendie, puisqu'il y a une présomption de responsabilité pour l'occupant. Il faut qu'il y ait un incendie, c'est ça. S'il y a un incendie, il y a une présomption de responsabilité de l'occupant. Et donc, là aussi, on a déjà eu des cas où, à la montagne, un chalet à Megève, pour une location de 15 jours, le chalet a brûlé. C'est le locataire qui, malheureusement, n'était pas assuré, qui a été jugé responsable. Donc, c'est vrai que c'est un point vraiment important. Il faut que les propriétaires soient très attentifs à ça. Après, il peut y avoir des options où, il faut qu'ils voient ça avec leur assureur, mais ils peuvent prendre une assurance pour le compte du locataire, et à ce moment-là, ça couvre les dommages qui seraient causés par le locataire, et ça peut couvrir cette responsabilité en cas d'incendie. D'accord, donc ça c'est important. Merci à Thiam qui nous suit du Sénégal, merci. Bendy nous dit « Un copain a loué à Paris à des touristes péruviens qui ont tout détruit ». Que faire? C'est pas le fait qu'il soit péruvien. Oui, non, je ne sais pas. Est-ce qu'il avait demandé l'autorisation à son propriétaire? Voilà, alors déjà, oui, alors ça c'est des situations effectivement dramatiques, entre guillemets. Il faut savoir quand même que quand on loue en meublé, la plupart des locataires sont respectueux des appartements. Les cas de dégradation, c'est rare, donc ça se passe bien quoi, 95%. Voilà, en fait, c'est quand même assez rare. Quand ça se produit malheureusement, alors soit la personne a pris un dépôt de garantie qui peut être demandé au moment de l'entrée des lieux, on demande au locataire de verser un dépôt de garantie qui est là pour couvrir justement les dégradations, qu'on peut retenir, du coup quand le locataire s'en va, on va retenir les dégradations sur ce dépôt de garantie. Si vraiment l'appartement est complètement détruit, le conseil c'est de faire passer un huissier pour faire la sortie des lieux, constater l'état de l'appartement, à condition que le locataire, on sache où il habite et qu'il soit solvable. Très bien, vous continuez à intervenir, à poser vos questions. Valérie, alors on continue. Bah là, je crois que c'est. Je pense que là, on a fini sa petite partie. Il y a déjà pas mal de contraintes. Il faut quand même savoir que des plateformes comme Airbnb, par exemple, proposent une assurance justement pour les personnes qui mettraient en location leurs biens. Et ils couvrent jusqu'à 800 000 €, il me semble, à condition que... Voilà, il y a pas mal de petites lignes. Très bien. Il faut lire les lignes. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que cette idée d'annoncer un énorme montant de garantie, voilà, il faut voir ce que ça comprend. Et, généralement, ils excluent les œuvres d'art, tous les bijoux. Voilà. Alors, de toute façon, le principe, quand on met en location meublée, il faut éviter tout ce qui a une valeur sentimentale et tous les objets, effectivement, œuvres d'art, etc. Vaut mieux les retirer des appartements avant de mettre en location. C'est quand même un conseil. Et juste, je me permets juste de réagir par rapport à la copropriété. C'est vrai que vous disiez qu'il fallait l'autorisation de la copropriété. Ça dépend aussi de l'immeuble dans lequel on se trouve. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des immeubles qui sont destinés uniquement à l'habitation bourgeoise. Et donc, à ce moment-là, de façon stricte, à ce moment-là, effectivement, l'immeuble peut être une clause du règlement de copropriété qui interdirait la location meublée serait valable. En revanche, dans des immeubles mixtes où on a commerce, habitation, profession libérale, une clause qui viendra interdire la location meublée ne serait pas valable et serait réputée non écrite.